Quand on entreprend, on a 9 chances sur 10 d'échouer, de planter sa boîte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Quand on a autant de chances de rencontrer l'échec, pourquoi y aller ? Je suis Fanny Rimbaud et je suis entrepreneur. Depuis 3 ans, avec Instinct Collectif, je tends le micro à mes consoeurs et mes confrères pour comprendre ce qui se cache derrière le costume de l'entrepreneur. Dans le podcast qui va suivre, il ne s'agit pas de se donner des tips d'entrepreneur ou de raconter une success story. Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Je m'appelle Laurent Potel, je suis le cofondateur et CEO de Rizocar, qui est une start-up qu'on a lancée en 2014. Je suis marié, j'ai 2 enfants, bientôt 3. Et je suis donc entrepreneur. Et effectivement, pour répondre à la question, c'est vrai que on parle de la solitude de l'entrepreneur, du dirigeant, tout ça. C'est vrai et c'est faux. Je pense que c'est faux parce que t'es jamais tout seul dans l'entreprise. Moi, j'ai des associés, là Tristan notamment, qui tu vois, avec qui on partage beaucoup de choses, et donc t'as cette forme d'équipe avec toute la direction, tu vois, le management, tu vois, ceux qui sont là depuis longtemps chez Rizocar. Tu l'as pas parce que je trouve que justement, je parlais de famille là, la famille et les amis très proches peuvent, tu vois, jouer ce rôle de te renvoyer des informations, de partager des choses avec toi, de t'accompagner, parfois juste d'être là. Et en même temps, c'est vrai que je pense que jamais tu étais vraiment tout à fait capable, toi, de restituer et de partager ce que c'est le quotidien qui est très différent en fonction des phases dans le développement, mais qui est aussi très... Il y a beaucoup de choses qui sont attendues de toi, et je trouve qu'effectivement, c'est une forme d'unicité. Enfin, dans les entrepreneurs, tu retrouves ce sentiment d'incompréhension parfois, et il y a un décalage parfois entre la trajectoire de la boîte, et quand ça marche, les gens ont l'impression que c'est simple, du coup, et tu peux avoir des profils. Moi, j'aime pas trop. Déjà, je suis pas trop sensible à la pression, mais j'aime pas trop montrer qu'il y a des enjeux ou de la pression. Tu vois, j'aime pas trop restituer cette facette-là du quotidien. À qui ? À quiconque, tu vois. À quiconque, aussi bien équipe que du coup entourage. Oui, parce que déjà, c'est pas ma nature. Je suis pas, j'ai pas cette. T'es un soi fort. J'ai pas. Ouais, complètement. Ouais, 100% soi fort. Mais parce que je le pense fondamentalement, tu vois, et je trouve que ça n'apporte rien à la fois de restituer cette tension, cette pression, etc. Et probablement ça te dessert. Ça veut pas dire qu'il faut vivre sans pression, tout ça. C'est juste que c'est une information, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, qu'il faut utiliser. Et du coup, ça te donne un esprit, tu vois, une sensation de facilité chez les gens avec qui tu peux échanger, ce qui peut être du coup très très pénible, tu vois, parce que rien n'est simple. Tu sais, on dit rien n'est donné, rien n'est acquis, tout est construit. Et en fait, c'est très laborieux. C'est beaucoup de travail, c'est de la sueur, quoi. C'est vraiment du labeur au sens le premier du terme, quoi. Et c'est vrai que du coup, tu peux avoir tu peux être déphasé de la perception que les gens ont de toi et de ce que toi, en fait, tu produis réellement. Et ça, c'est un élément sur lequel c'est difficile, tu vois, à la fois de combiner humilité, fierté aussi quand tu fais de l'achievement sur certaines étapes, et puis voilà, d'être compris. C'est vrai que c'est un sujet. Je pense que quand du coup tu discutes avec des entrepreneurs, pour peu que ça soit pas dans un contexte où tu es biaisé par de la représentation, où tu es biaisé par des enjeux, tu vois, business, ou quand tu es vraiment dans un échange honnête, voilà, honnête, sans enjeu, je trouve que là, effectivement, tu peux partager des éléments sur des phases, sur des ressentis que tu as eus, et encore, c'est pas tout à fait, c'est pas si facile, quoi.
on parlait de gestion du stress. Il s'avère que tu connais la méthode ProcessCom. Alors du coup, quelle grille de lecture ça t'a donné et si tu vois le fait que tu disais que tu ne partages pas les tensions. Donc je sais pas si c'est de la pudeur, mais utilise le terme qui... Qu'est-ce que ça dit de toi ? En fait, non, mais c'est très personnel après. Hein. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais déjà, et peut-être d'ailleurs pour survivre depuis 2014 à des mouvements de croissance très forts dans lesquels tu as beaucoup de pression, beaucoup de gens qui te regardent, etc. Il y a un moment où, si je pense que si tu es sensible à la pression, probablement tu t'arrêtes en cours de route parce que peut-être trop de pression, quoi. Et les gens ont du mal à comprendre ça, mais tout de même, il y a beaucoup d'attentes, quoi. Donc je pense que, mais ça c'est très lié à ma construction personnelle, mais je suis pas du tout sensible à cette pression. Ça veut pas dire que je suis décorrélé, tu vois, que je suis complètement à côté des enjeux, etc. Au contraire, je suis très très conscient de ces enjeux. En revanche, je suis pas sûr que tu rentres sur un terrain et que tu sois un peu stressé des enjeux. Je suis pas sûr que ça t'amène à la victoire, tu vois. En revanche, que tu sois conscient des enjeux et que tu sois motivé, je pense que tu vois, en gros, transformer ce que certains appellent peut-être de la pression. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir les enjeux, de les transformer en motivation. Et puis, en fait, en vrai, le sujet, c'est surtout de se dire qu'est-ce que tu fais en place, qu'est-ce que tu mets en place pour faire en sorte que la vision, la strate, elle se décline dans l'exécution de la boîte. Et tu peux pas montrer que tu es stressé, tu vois, du truc. Je veux dire, partager le stress, c'est partager une inquiétude, c'est renvoyer. Personne ne choisit tu vois, une entreprise pour le stress que ça va véhiculer. En revanche, que tu construises une culture dans laquelle il y a de l'exigence, il y a une ambition qui est très forte, et que tu dises voilà le plan, tu vois, que tu entraînes en disant voilà le plan, c'est pas facile, la pente est raide, on n'aura pas de cadeau, personne ne nous attend, mais on va le faire, et voilà comment on va le faire. Et c'est vous qui allez le faire, on va le faire ensemble. C'est vous qui allez être responsable de ça. Et puis, tu vois, être dans cette démarche-là, je trouve que c'est beaucoup plus à la fois valorisant pour chacun, parce que finalement, quand tu décharges le stress sur quelqu'un, tu lui passes ton problème, quoi. Tu l'aides pas trop, quoi. Et puis, ça te fait des chaînes de stress qui se propagent et qui s'alimentent, quoi. Donc, je préfère un climat dans lequel on se dit qu'il y a des enjeux qui sont très très forts, mais qu'on cherche comment, tu vois, mitiger. C'est un peu comme c'est très proche en fait de la thématique de la prise de risque en fait. Ouais, d'ailleurs là ça m'emmène vers toute une imagerie et tout un je pense aux militaires, tu vois là quand je t'écoute. Complètement. Et Exactement. Ouais. C'était mes prochaines balles allaient là-dessus, donc du coup sache que c'était mon décor, donc je t'en prie, allons sur le risque. Ouais, et t'as raison. Enfin, je pense qu'il y a deux environnements que je trouve très proches de ce qu'on fait, qui sont le sport de haut niveau. Et puis, le côté militaire. Alors, on est dans un contexte où je pense qu'il faut rappeler que le côté militaire, c'est pas pour le côté guerrier, c'est pour le côté structuration, engagement, tu vois, système de performance que c'est intéressant à étudier. Et t'as les bouquins genre Extreme Ownership où tu vois un peu qu'effectivement, quand tu prends une décision, quand t'es un militaire sur le terrain, c'est une décision aussi de vie ou de mort. Oui, il y a les urgences aussi. En fait, les urgences, voilà, ça marche aussi. Mais tu vois, ce truc de vie ou de mort, finalement, tu l'as très clairement au début dans l'entreprise. C'est pas littéral, puisque personne va mourir, bien sûr, mais tu l'as dans la vie de la boîte ou la mort de la boîte. Ouais, c'est vital. Il y a un moment où il y a des rendez-vous, il y a des temps de passage où tu réussis, la boîte vit, tu rates, la boîte va au tapis. Ce qui, évidemment, avec la progression, et tu vois, devient de plus en plus sous contrôle, etc. Mais tout de même, quand tu lances une boîte from scratch, que tu fais des levées de fonds, nous, on a levé en 2014, en 2016, en 2018 et en 2020, en fin d'année, on a vendu au groupe Société Générale. Les phases amont, nous, on a eu des moments où on ne savait pas si on allait vivre ou mourir. Ça dépendait de quelques semaines. Il y a des moments très durs, tu vois, à ce moment-là où oui, tu vois,
la vie de la boîte, la survie de la boîte. Et à ce moment-là, tu vois, c'est peut-être des périodes où on est une trentaine de salariés. Donc, moi, l'un des trucs qui fait que je suis à la fois le plus fier et motivé, c'est de me dire qu'il y a aujourd'hui, tu vois, chez Rizocar, on est à peu près 250. Il y a 250 familles pour lesquelles Rizocar, c'est un élément central qui te permet de vivre, de faire tes projets. On a un salarié là qui s'appelle Xavier, qui est chez nous depuis 4-5 ans, qui est venu me voir là, il y a quelques semaines en me disant je voulais te dire que grâce à Rizocar, j'avais pu m'acheter une maison. Tu vois, il a acheté une maison en région parisienne. Il dit voilà, je suis trop content et tout. C'est génial, tu vois, c'est pour ça que tu fais le truc. Donc du coup, quand tu te dis que tu as 30 personnes qui t'attendent en te disant est-ce qu'on va vivre ou mourir. Bah oui. Mais c'est pour ça que ce discours sur la pression, enfin, je suis tout oui, mais parce que quand à un moment tu sais que tu as les salaires à payer, que tu as X semaines, enfin, je veux dire, je sais pas, faut que tu m'expliques comment tu fais pour dormir. Alors, faut dormir déjà. Déjà, faut dormir. Faut dormir et je pense que après les gens sur le sommeil, les gens ont un rapport différent. Tu peux avoir des sommeils très courts, tout ça. Moi, je dors très bien. Moi, je dors très bien. J'ai besoin que de 2 heures. 2 heures. Non, 4. 4. Écoute, je trouve que le sujet en fait là-dessus, c'est effectivement le rapport en fait avec la prise de risque. C'est plutôt ton appétence au risque qui détermine, je pense, la gestion du stress que tu as ensuite. Et pour le coup, l'appétence au risque, moi je trouve que c'est une chance de pouvoir prendre des risques. C'est une chance de pouvoir être dans une position dans laquelle tu prends des risques. Je parle du côté entrepreneurial notamment, mais sur plein de choses. Tu vois, finalement, le gars qui il y a la Coupe du Monde qui va pas tarder à commencer. Quand tu as la chance d'être sur le terrain, oui, tu as le risque de perdre, mais tu es sur le terrain, quoi. Et donc il se passe un truc. Et donc moi j'ai toujours considéré que c'était une chance, ces prises de risque. Et après, tu as c'est quoi de ton aversion au risque, ton appétence au risque. Par exemple, à titre perso, je trouve que je suis très appétent au risque, beaucoup plus que la moyenne probablement, et c'est probablement une caractéristique d'entrepreneur, d'accepter l'incertitude, d'accepter le risque de perdre aussi. Pour autant, disons que je prends pas de pari que je suis pas sûr de gagner, tu vois, dans l'esprit. Donc ça veut pas dire que ça va effectivement arriver, mais je prends pas un pari en me disant il y a une chance sur 2, quoi. Je prends un pari en me disant, et sur l'entrepreneuriat, je trouve que c'est ça l'énergie de l'entrepreneuriat, c'est de se dire, ok, et je peux perdre, ok, c'est pas sûr que ça arrive, mais j'ai suffisamment confiance. Donc sur la statistique INSEE qui dit qu'au bout de 3 ans, 9 boîtes sur 10 meurent, toi t'as dit, moi je serai dans les 10%, et je sais que je serai dans les 10%. Enfin, si on prend en termes de statistiques, puisqu'au final... Ouais, et tu vois, ça me rappelle un échange là que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec un entrepreneur qui a eu un parcours assez difficile. Enfin, la boîte est allée très haut et puis il y a eu, c'était la crise des subprimes, c'est descendu très bas au point d'être en cessation de paiement, enfin tu vois, à risque de mettre la clé sous la porte. Et en gros, il fait le parcours de redressement, tout ça. Et en gros, le liquidateur, enfin l'administrateur judiciaire plutôt, lui dit bon, il y a 2% des boîtes qui arrivent ici, dans mon bureau, qui survivent, quoi. Et donc, il retourne voir ses salariés et il dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que en fait, je vais pas pouvoir vous payer pendant 30 ou 45 jours, le temps de débloquer quelques éléments. Donc, il faut prévenir vos familles, vos créanciers, tout ça. La bonne, c'est que je viens de voir l'administrateur, on a 2% de chance de survivre et on sera dans les 2%. Tu vois, et je trouve ça assez chouette. Et la personne en question, il a écrit un livre qui s'appelle « Ma petite entreprise a connu la crise ». Et c'est Nicolas Doucerin, qui est aujourd'hui le patron de Alumène, qui du coup, tu vois, vit ça. Quand on a déjeuné ensemble il n'y a pas très longtemps, et quand il me raconte ça, je me dis, putain, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, quand tu lances une boîte, quand tu lances une start-up notamment, parce que je pense que la statistique côté start-up est encore pire que les 9 sur 10 dont tu parlais, il y a toutes les chances que ça foire. Statistiquement, ça ne marche pas. C'est un pari perdant, quoi. Donc t'as pas trop envie de le prendre si tu te tiens à la stat. Mais qu'est-ce qui fait que tu y vas ? Je pense qu'il faut de la conviction et de la persévérance. Et ça, c'est des qualités qui sont
pour moi indispensable. C'est un état d'esprit qui est indispensable pour réussir. Et pour autant, ça reste quand même une prise de risque. Donc, comment tu gères cette prise de risque ? Oui, parce que, rappelons-le, t'as dit, si c'est 50-50, je n'y vais pas. Donc, vu qu'il y a une statistique nationale qui dit que... C'est le cadre de Non, mais en fait, 50-50, je pense que j'y vais. sous certaines conditions. Mais je veux dire, dans l'esprit, je suis pas du tout la tête brûlée, un risque tout. Okay. Tu vois, c'est pas du tout ma façon de concevoir. En revanche, tu vois, quand tu as bien cadré, que tu as ta vision, ton plan, que tu vois ce qu'il faut que tu mettes en place et que tu as les grands éléments, et je te dis pas l'élément micro, hein, tu vois, c'est-à-dire un exercice intéressant quand tu fais des business plans. Je pense que le sujet qui est intéressant, c'est pas le business plan pour le respecter à la virgule, mais ça te permet de faire atterrir des grands principes, des équilibres économiques. Tu commences à adresser tes hypothèses. C'est vertueux pour cet exercice. C'est destructeur si tu le suis à la lettre. Et je crois pas qu'il y ait des. Je t'invite. Je suis obligée de rebondir sur une discussion que j'ai eue avec Emmanuel Truvin, But à gaz. D'ailleurs, il y a 2 punchlines que j'aime bien chez lui. Sur le plan, il dit, on parlait de la radicalité, ça va te parler évidemment. Il dit, on doit être très radical dans le plan, puisque la nuance, elle arrive forcément sur le terrain. Ouais, c'est clair. Et en fait, quelque part, tu vois, le sujet, c'est que quand tu fais ça, donc tu prends ton risque. Tu prends ton risque et tu avances. Déjà, moi je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a un truc que tout le monde dira, c'est que quand tu prends ton risque et que tu oses, il y a quand même des choses magiques qui se passent, quoi. Tu vois, il faut reconnaître, tu vois, une forme il se passe des choses, tu rencontres des gens qui vont t'aider, qui vont t'introduire à d'autres personnes, et je pense que tu vois, tout ça, c'est quelque chose qui est un peu caché tant que tu n'as pas osé, tant que tu n'as pas fait le pas, tant que tu n'as pas lancé cette démarche. Bah, tu restes un peu tu restes dans un bocal, quoi, en fait. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais tes plans en chambre, tant que tu t'es pas confronté au marché. Mais c'est pas que le marché, c'est pas que les clients, quoi. C'est aussi les gens autour, quoi. Et même les salariés, tu vois, les premiers salariés que tu vas recruter, ce qui est difficile, c'est de commencer ce mouvement, c'est de se dire, ok, j'y vais, quoi. Ok, je prends le risque. Et après, une fois que tu as pris les risques, tu vois, pour peu que tu sois convaincu et persévérant, comme je disais, tu fais avancer les choses, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que dans les investissements en start-up early, finalement, ce que tu regardes beaucoup, la surpondération incroyable qu'il y a dans les fonds et chez les business angels qui font ça beaucoup, c'est l'équipe, quoi. Tu vois, c'est la team. Parce que finalement, si tu as une bonne équipe, s'il y a de la conviction, s'ils sont câblés, etc., que ce soit exactement sur ce qu'ils ont vendu comme projet ou sur un autre, ils feront en sorte que ça marche. Et donc, je trouve que cette notion de risque, après, ce qui est le sujet finalement, c'est qu'à mesure que l'entreprise grandit, c'est de maintenir, tu vois, cette appétence au risque. Parce que c'est facile d'avoir du risque au début, c'est plus difficile de maintenir ce risque. Souvent, dans les entreprises qui sont, tu vois, bien installées, bien développées, le risque, la gestion du risque devient telle qu'elle tue la croissance, quoi. Et c'est ça, et là on arrive sur un sujet que moi j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait la croissance d'une boîte ? Comment tu fais pour faire croître une boîte au-delà de le dire, qui est déjà un préalable ? Comment tu fais pour créer cette croissance ? Comment tu fais pour avoir, tu vois, ce point d'inflexion dans ta trajectoire ? Finalement, c'est en acceptant le risque, c'est le préalable. Il faut accepter le risque qu'il y ait des choses qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et c'est facile à dire comme ça, mais dans des grosses structures, tu vois, celui qui rate un projet, comment il est regardé, comment il est jugé, et peut-être que tu as des entreprises dans lesquelles celui qui prend peu de risques, celle qui est très conservatrice, etc., aura une meilleure progression que celui ou celle qui va être plus appétent à prendre des risques et à parfois réussir, parfois échouer. Donc tu vois, tu as ce sujet dans les entreprises. Dans une grande entreprise, je parle. Oui, et après, dans une start-up, dans une entreprise de croissance, on va dire, ton sujet, c'est effectivement... c'est facile quand on est 10 de dire tiens, on prend telle hypothèse, on prend ça, on tourne à gauche, on tourne à droite, la structure elle est maniable, etc. Là, quand t'es 100, 200 et plus, tu vois, c'est quand même des objets un peu plus, il y a de l'enjeu, tu vois, derrière.
Donc ce sujet, et là, je pense que c'est vraiment le rôle du CEO, c'est le rôle d'un fondateur. Et c'est ce que je dis, moi, tu vois, chez Réseaucar, c'est en fait, finalement, moi, je déséquilibre la boîte. Moi, mon job, l'un de mes jobs, c'est de déséquilibrer la boîte. Mais alors, comment ? Est-ce que... je suis sûre que tu as lu Hard Things de Ben Horowitz. Quand je t'écoute, là, je pense à CEO de paix et CEO de guerre. Complètement, ouais. Complètement. Donc, on est dans cette partie-là. Ouais. Et tu es en train d'expliquer comment il faut bousculer dans la croissance. Ouais. Là, raconte-nous, tu vois, est-ce que tu as mis en place un événement qui traduit cette signature Laurent dans Réseaucar où tu as bousculé alors, sachant qu'on a compris qu'il fallait faire attention à la pression et que j'imagine que c'est quelque chose que tu... Ouais, et en fait, alors finalement, tu vois, nous la pression, c'est plutôt de l'ambition, tu vois. Après, tu vois, quand tu dis on va faire x2, et que, bon, tu vois, il y a des années où quand tu fais x2, bon, c'est marginal, c'est des petits x2, quoi. Quand tu commences à avoir des grosses assiettes et que tu fais x2, tu vois, c'est pas mais les premiers x2, ils comptent aussi, hein. Non, mais le premier x2 compte, mais tu sais, c'est un peu ce comparable. Tu dis, ouais, par rapport à l'an dernier, on fait 187% de plus, et t'avais 2 ventes. Ouais, super. C'est ça. Alors, c'est génial, mais en même temps. Non, mais là, c'est vrai que t'as les tailles de boîte, ou faire x2, ou même faire de la croissance à 2 chiffres, on va dire, même pas en disant x2. Mais faire de la croissance à 2 chiffres, c'est forcément des points d'inflexion. Quand tu fais, juste pour des basiques un peu, mais quand tu fais x2 sur une année, avec un business qui progresse de mois en mois, ça veut dire qu'entre le début et la fin de l'année, tu fais x3. Donc ça veut dire que probablement, déjà en termes de process, en termes de, tu vois, de people, ce qui était complètement OK, sous contrôle en janvier, peut-être que c'est dangereux en décembre. Tu vois, ton équipe finance qui bouge pas ses process, qui bouge pas sa taille, ses compétences entre ses outils entre janvier et décembre, peut-être que tu as un gros problème. Alors que tout le monde fait le même travail. Mais juste toi, tu as fait x3 en fait. Pour faire x2, tu as fait x3 quoi, dans l'année. Et donc du coup, tu as ce premier truc qui est de dire c'est OK de casser, de revenir sur ce qu'on a dit, de changer d'outil alors qu'on vient de changer d'outil, de rajouter des process, de les enlever. Enfin, tu vois, finalement la seule constante qu'on a, c'est le changement, quoi. Et donc ça, il faut être OK que tu aies des profils, que tu aies des personnes qui soient appétentes à ça. Typiquement, tu vois, il y a 1 an et demi, on a recruté un CFO qui s'appelle François Guillaume, qui est exceptionnel. Mais quand tu recrutes un CFO, tu cherches quelqu'un qui aime pas trop le changement. Qui aime pas trop, tu vois. Enfin, tu cherches plutôt des profils, très process justement, je me souviens dans l'entretien où lui, son job en tant que CFO dans un entretien, c'est quand même de te rassurer sur le fait qu'il est sérieux, tu vois. C'est quand même un des trucs que tu recherches, quoi. Et donc moi, il fallait que je trouve tu sais, cette appétence au changement, cette appétence au projet, au fait que, tu vois, l'environnement était mouvant. Et je pense qu'à ce moment-là, le seul truc à faire, c'est d'être hyper honnête. Et tu vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu viens faire, tu vois, en zone de guerre, justement, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que tu viens faire en zone de guerre où, en gros, entre le poste de CFO, où chaque année, t'as ton bilan, tu vois, t'as tes rendez-vous qui sont un peu marqués, ton année, elle est rythmée avec ce calendrier comptable et financier. Qu'est-ce que tu viens faire en zone de guerre où tu vas avoir des projets à plus savoir comment faire. La boîte, elle va faire entre maintenant et dans X, elle va faire, tu vois, fois, machin. C'est bon, tu vois. Et donc là, tu as le pacte qui se fait où lui, il dit, en fait, je recherche ça. Tu vois, c'est ça qui m'anime. Si c'est pour faire la ritournelle, tu vois, c'est pas ce que je recherche. Il venait d'une start-up en Asie du Sud-Est et tu vois, c'est ce qui lui avait plu. Donc, tu vois, il est venu chercher ça, quoi. Donc, il n'a pas été déçu. Il n'est pas déçu. Mais donc, du coup, tu as un truc qui se passe au niveau déjà au niveau de la gestion, tu vois, et des personnes du management et des personnes que tu recrutes. Très, capital, quoi. Et après, effectivement, parce que quand je dis, moi, je déséquilibre l'organisation, parce que malgré tout, quand t'es dans une organisation, ça cherche à se poser, quoi. Ça cherche du confort, ça cherche la robustesse du process, et c'est comme ça. On bouge pas parce que
c'est le process, quoi. C'est l'outil. On fait comme ça. Et donc là, tu dois accepter de créer ce point d'inflexion en te déséquilibrant et en te disant non, mais en fait, un peu comme quand tu marches, t'acceptes, en lançant une jambe, tu acceptes de tomber, la possibilité de tomber, et après tu rattrapes, etc. En fait, alors que tu as une équipe qui est super strong, tu vois, qui est talentueuse, qui est impliquée, tu as partagé la vision, tout le monde est aligné, finalement, tu lui demandes de suivre ce déséquilibre que tu es en train de créer. Et ce déséquilibre, tu vois, par exemple, chez nous, ça va être, on avait un business model qui est très orienté servicing autour de la voiture. Il y a un moment où on dit, en fait, on va quitter ce business model, on va faire des voitures très récentes au lieu de faire toutes les voitures. Et donc, on fait plus de voitures qui ont 15 ans, on va plutôt chercher des voitures qui ont moins de 10 ans. Et donc, du coup, tu coupes des offres. Tu dis, OK, stop, ça, à partir de tel moment, c'est fini. C'est 80% de ton business, c'est, tu vois, l'année où tu dis ça. Et tu dis, l'an prochain, ça sera 100% de notre business, les 20% qu'on fait aujourd'hui, quoi. Et on aura fait la croissance. Et tu vois, donc, tu remets 2-3 trucs en cause, quoi. Et quelque part, si t'es pas hyper clair sur le pourquoi, et si t'embarques pas les équipes, le déséquilibre que tu crées, tu es tout seul à le faire, tu es hors de l'entreprise et ça avance pas, quoi. Donc il faut une adhésion très très forte aussi. Je pense que tu vois, il y a un truc là-dedans qui est le leadership que tu vois qu'on incarne avec Tristan chez Resocar. Le jour où il y a plus de confiance dans ce leadership, je suis pas sûr que la croissance, en tout cas telle qu'on veut le faire, soit au rendez-vous. Il faut que tu aies un leadership qui soit avec une, tu vois, tu cherches un peu les soldats, quoi. Tu vois, tu cherches cette équipe où et d'ailleurs c'est une image qu'on a chez Resocar dans la culture, tu vois, de la boîte. On a cette image où tu as des commandos, tu vois, qui sont en train de s'entraîner. Ils sont 5, ils portent un tronc d'arbre. Et tu vois, je la mets toujours parce que tu sais, on est 200. T'as fait l'armée ? Non, mais je trouve que c'est, tu vois, il y a tellement de je veux dire, l'armée, c'est quand même, moi, je trouve qu'un bouquin comme Sun Tzu, tu vois, L'Art de la guerre, c'est une référence absolue sur tellement d'aspects, tu vois, de tactique, de stratégie, de gestion des hommes. Et Machiavel, les deux. Et Machiavel, ouais, mais complètement. Mais c'est pas super, tu vois, parce que Machiavel, t'as le côté machiavélique et tout ça. Non, mais c'est une distorsion du terme, mais le prince, c'est aussi une très bonne leçon de management. Moi, 2 bouquins que j'ai lus très tôt et qui sont fantastiques et qu'il faut relire. Tu vois, il y a pas très longtemps, j'ai relu L'Art de la guerre. Bah ouais, en fait, tu vois, comment tu fais pour organiser, tu vois, dans Sun Tzu, mais il y a un truc qui m'impressionne, c'est un bouquin qui date, tu vois, du fond des âges par rapport à la techno, par rapport à là où on en est aujourd'hui. Et pourtant, tu as toujours ce truc de comment les gars, ils organisaient des armées de 100 000 hommes. Comment tu faisais, quoi, tu vois ? Sans slack. Sans slack. Sans slack. Tu vois, donc forcément, en termes de structuration, mais pas que, en termes aussi de règles, d'état d'esprit, de comment tu fais. Je trouve que c'est hyper éclairant et tu as beaucoup de leçons qui sont, tu vois, juste ça va trop être la punchline de ton portrait. Comment ils ont fait pour... Mais oui, mais quand tu fais... Après, les gens vont croire qu'on est 100 000 chez Resocar, ça va être une confusion terrible. Mais oui, tu vois, tu as ce point qui est crucial, qui est... donc tu peux avoir la meilleure vision du monde, si t'as pas les équipes, t'avances pas. Tu peux avoir les meilleures équipes du monde, si t'as pas la vision, t'avances pas. Et tu vois, quelque part, qu'est-ce qui fait que tu arrives à créer le lien ? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à perfer là où les autres ne perfent pas ? Qu'est-ce qui arrive tu arrives sur le marché, personne t'attend, tu trouves un angle et tu grandis. Pourquoi ? Tu vois, pourquoi toi plus que les autres ? Et tout ça, en fait, je trouve que c'est des éléments qui sont intimement liés entre l'appétence au risque, la confiance que tu arrives à véhiculer, le choix des équipes qui t'entourent, tu vois, crucial, impossible de faire tout ce qu'on fait. Tu peux pas faire tout ce que tu fais tout seul. Et d'ailleurs, ça te demande d'évoluer, tu vois, dans la gestion d'entreprise au fur et à mesure que l'entreprise se développe. Comment tu fais pour animer tout ça ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu vois, on est 250 et en fait, si demain on est 500, je pense que tu vois, les fondamentaux, maintenant, ils sont installés, quoi. Tu vois, on a passé ces étapes. C'est pas la même chose entre, tu vois, quand t'es 10, quand t'es 30, 50, 100.
Là, c'est des étapes où l'entreprise, elle est vraiment différente. Là, quelque part, tu vois, on a structuré, on est suffisamment organisé sur ces aspects-là. Après, il y a plein de choses qui vont changer, tu vois. Encore une fois, le sujet, c'est le changement. Mais tu penses que quand tu installes ces fondamentaux, tu te rends service et tu rends service à tout le monde. Et tu vois, aujourd'hui, donc là, on est en 2022, on va annoncer le plan sur 2023 à tout le monde en milieu d'année. On va encore dire qu'on fait x2 l'an prochain, alors que la base est encore une fois de plus en plus importante. Tu vois, au sortir de la réunion, les gens peuvent te croire, peuvent ne pas te croire. Mon job, c'est de faire en sorte que tout le monde se dise et croit, tu vois, embrasse l'ambition en se disant, OK, le plan est clair. Tu vois, on va y arriver parce que chacun a sa mission, chacun contribue, tout le monde est indispensable. Et donc, du coup, en fait, on va y arriver. Ça, et la conviction, tu vois, dont je parlais au début, conviction et persévérance, tu la retrouves encore aujourd'hui, quoi. Si t'as pas la conviction, si moi j'ai pas la conviction, personne va l'avoir. Si moi je suis pas persévérant sur certains sujets, je peux pas demander aux autres de l'être. Donc, tu vois, avec Tristan, avec tu vois, Sacha, Marine, tu vois, tous les collaborateurs qui sont dans le management, tu vois, il faut qu'on soit hyper alignés, il faut que l'équipe elle soit hyper soudée autour de ses objectifs. Sinon, tu peux pas reprocher à quelqu'un de pas être investi, de pas comprendre ce qu'on attend de lui et de pas contribuer à la hauteur de ce qu'on avait prévu. Et quid du doute alors ? Ça c'est un sujet qui est à la fois si t'as pas de doute, c'est manque d'humilité et si tu le montres, tu crées une brèche. Tu vois finalement. Donc l'équilibre est assez difficile à trouver entre à la fois montrer que, encore une fois, c'est pas parce qu'on dit les choses que ça se produit, mais il faut les dire pour espérer qu'elles se produisent. Donc c'est voilà, je pense qu'il y a un sujet de reconnaître que je trouve que nous chez Rizocar, la façon dont on gère ça, c'est que on essaye de reconnaître. D'ailleurs, on n'est pas très bon pour reconnaître les victoires, honnêtement. On est meilleur pour reconnaître les éléments où on n'est pas bon que les éléments où on est bon. Et on change les process, comme je disais, on change les outils, etc. Donc on se renie aussi, tu vois, sur des sujets qu'on a installés, des convictions fortes qu'on avait. On voit que les datas sont pas bonnes. Je pense qu'en fait, le sujet, c'est de se rendre compte vite que les doutes que tu peux avoir sont avérés et changer vite, quoi. Pas trop attendre, quoi. Donc c'est un peu le fail fast oui. Tu vois, oui, et ça, c'est très marché. Mais ouais. Si on prend ta fresque, ce truc où il n'y a pas eu un moment où tu t'es regardé et dire « Qu'est-ce que je fous là, quand même ? Est-ce que j'ai les épaules ?» Écoute... non. Mais tu peux dire non. Mais tu peux dire aussi, c'est tout. En fait, je me suis jamais dit... non, je me suis dit au début de Rizocar, je me suis dit, tu vois, dans la première année et demie, je me suis dit... Moi en fait, avant Rizocar, j'étais dans un cabinet de conseil, ça se passait très très bien. J'avais aucune raison de partir en fait. Et à un moment, je prends ce choix de lancer Rizocar avec à l'époque donc Vladimir et Vincent parce que je me dis si j'y vais pas à fond, je voudrais pas me reprocher dans quelques années que tu vois ça n'avait pas marché parce que j'étais pas à 100% et que tu vois. Donc j'y vais avec une conviction de ça va peut-être pas marcher, mais au moins j'aurais donné mon max. Et après, au fur et à mesure, quand tu avances, tu te dis, tiens, c'est marrant parce que si ça foire maintenant, tu vois, au bout d'un an, par exemple, en un an, tu apprends, notamment dans ta première année d'entrepreneuriat, tu vois, il y a plein de choses. Nous, on avait déjà monté une boîte avec Vincent qu'on animait, etc. Donc, on avait déjà cette expérience d'entrepreneuriat, mais là, c'était un angle différent, c'était pas exactement la même chose. Donc, tu apprends plein de choses. Et je me suis dit, si ça foire là, tu n'aurais pas à faire la prochaine levée, tu vois. En fait, j'arriverais pas à restituer autour de moi, tu vois, le chemin que j'ai fait. Tu vois, la progression que j'ai eue. Et donc ça, c'était un truc où je me suis dit, tiens, c'est perdant, là, tu vois. Si ça marche pas, c'est perdant. Après, je me suis jamais dit que j'étais pas capable. En revanche, je me dis toujours, constamment, comment je peux être meilleur. Donc j'ai une recherche très, très forte et que je demande d'ailleurs, tu vois, dans les échanges qu'on a avec le management chez Rizocar, avec le CODIR, quand on fait... j'aime pas trop le sujet point annuel parce que en fait tu te parles tout le temps, mais bon, il y a un moment où tu prends un peu de y a un distance, rythme. Voilà, c'est une forme de rythme qui est complètement... Et je pense que la question que tu vois, qui m'intéresse le plus
dans cet échange. Aide-moi à être meilleur. Comment tu peux être meilleur? Comment tu as organisé ta progression sur l'année qui s'est écoulée? Et comment tu vas organiser ta progression sur l'année qui vient? Alors, je te la pose. Mais chacun a sa façon d'organiser sa progression, à son rythme, avec ses différentes méthodes. Moi, ma façon d'organiser ma progression, c'est déjà, mais ça c'est très très personnel après, hein, je pense oui, ça qu'il vaut faut, pas norme. Okay. Il faut être conscient de là où t'es mauvais, quoi, là où t'es faible, là où t'as des choses sur lesquelles tu sais que t'es ok, mais tu pourrais être meilleur, etc. Donc je pense que la première, mais c'est là où je dis que c'est très personnel, c'est que t'as pas besoin de l'afficher à tout le monde, tu vois, mais faut être honnête avec toi-même. Si t'es pas honnête avec toi-même, il y a un problème, quoi. Typiquement, tu vois, moi il y a un moment où il fallait que je sois CFO, tu vois, il fallait que j'endosse la casquette CFO à un moment assez avancé de la boîte, donc pas au début, plus tard, et je savais que, tu vois, la partie comptabilité par exemple, tu vois, c'était pas, je m'étais pas levé le matin en me disant yes, je vais être, tu vois, le master of the. Putain, faut préparer l'alias fiscal, je kiffe. Tu vois, l'alias fiscal, ça, super critique, mais c'est pas motivation. Et donc du coup, je sais que là-dessus, j'ai pas vraiment une lacune technique, tu vois, je vois très bien le truc, mais j'ai une lacune de motivation. Donc du coup, il faut trouver une façon d'organiser ça pour que tu sois motivé. Bon, après, enfin, je veux dire, j'ai plein d'autres exemples, mais déjà, la première étape, c'est de se dire là où tu dois progresser. Donc, soit tu peux le mesurer, quand tu as un métier qui est très quantifiable, je trouve que c'est une chance de pouvoir mesurer les choses, parce que tu peux pas améliorer ce que tu peux pas mesurer. Et donc, malgré tout que tu ne peux pas mesurer, il faut quand même que tu sois suffisamment critique à ton égard. Et là, je pense que je suis largement insatisfait. Et je disais tout à l'heure que chez Rizokar, on avait du mal à célébrer les victoires. Et ça vient vraiment de ça. Hein, ça vient de moi. Tristan est pareil. Beaucoup de mal à célébrer les victoires. Donc, beaucoup de mal à se dire qu'on est OK, tu vois, à titre individuel, quoi. Et donc, du coup, ça t'engage à organiser ta progression. Alors moi, comment je fais pour répondre? Je pense que je suis assez... je lis beaucoup d'articles, de bouquins, j'écoute des podcasts, parce que c'est un nouveau média qui est incroyable pour rentrer dans le temps long, prendre du temps d'écoute avec des gens qui partagent leur expérience, et tu ressors toujours avec quelque chose d'intéressant quand quelqu'un partage son expérience. Je fais beaucoup de peer-to-peer meeting avec des CEO ou tu vois, de boîtes que je connais pas forcément, où tu vois, je fais un effort de reach out et puis d'aller de sortir, tu vois, aussi du secteur, hein. C'est pas forcément le secteur, mais de se dire ok, alors c'est quoi tes sujets, on en parlait un petit peu au début, mais c'est quoi tes enjeux, qu'est-ce que tu as eu comme difficulté, comment tu t'organises, tu vois, aussi des choses juste d'organisation, comment tu t'organises. Et puis bon, tu t'échanges beaucoup, je pense qu'il y a, voilà, t'essayes de voir un peu l'environnement, tout ça. Et puis après, tu as ce sujet de c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce que j'ai besoin comme compétences que j'ai pas aujourd'hui pour y arriver, ou qu'est-ce qu'il faut que je travaille plus, ou sur quoi je dois être meilleur. Et puis du coup, tu vois, j'essaye de bosser là-dessus. Et typiquement, tu vois, je veux dire, c'est pas il y a pas très longtemps, tu vois, j'étais à la LSI, j'ai fait une partie de mes études à la LSI à Londres, et il y a un moment, tu vois, très précis chez Rizokar, où il y avait on avait un truc de gestion des incentives. Je trouve que c'est un super sujet, les incentives. Et j'ai repris, je me suis dit, tiens, j'avais tout un truc sur ça, et je suis allé rechercher, tu vois, à la cave, les cours de la LSI, où il y avait tout un bloc là-dessus, et je me suis refait, tu vois, le truc. Mais tu vois, est-ce que c'est organiser sa progression, ou est-ce que c'est être consciencieux, professionnel? Là, je sais pas trop, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je me demande, enfin, c'est une vraie... c'est un vrai sujet qui m'occupe, quoi. C'est comment tu fais pour progresser, pour être meilleur. Et c'est pas forcément que sur de la performance. Ça peut être aussi, tu vois, sur d'autres sujets qui sont pas de la compétence ou de la performance. Mais le sujet de se connaître soi-même, c'est un vrai sujet. Tu l'organises? Justement, la première personne de ce matin disait... pour moi, enfin, j'ai suivi le conseil d'un investisseur qui disait « J'investis dans des boîtes où il y a un psy, un coach et un coach sportif. » Alors,
Aucun. Aucun, mais chacun son axe. Ouais, chacun son Moi, médium. je connais des entrepreneurs qui sont hyper rassurés de se mettre dans une morning routine, tu vois, où ils vont se dire, tiens, je vais me lever, faire du yoga, lire, etc. Moi, il y a quelques éléments que j'ai pris, tu vois, notamment sur la lecture. J'essaye d'inclure tu vois, une séance un peu de sport à ce moment-là parce que c'est quasiment le seul moment où tu peux le faire de manière un peu, habituelle, quoi. Enfin, tu te fais rentrer dans tes habitudes plus facilement le matin. Hyper dur de le faire. Moi, j'ai beaucoup de mal à tenir tu vois, ces habitudes-là. Je trouve que c'est très, très difficile. Donc, tu vois, il y a des trucs sur lesquels je sais que typiquement, ce sujet-là, j'adorerais pouvoir te dire, là, j'ai un rameur à la maison, ce qui est vrai, et j'en fais tous les matins. Tu vois, en vrai, j'en fais pendant une période, tu vois, genre de 1 mois, où je me dis, tiens, là, j'en fais tous les matins. Et puis, il y a un moment où, tu vois, tu dois, pendant 3 jours, t'es malade, tu sais, t'es pas bien, donc tu sais, tu te dis, ah, je vais pas faire le rameur et tout. Tu pars en vacances, tu vois, t'es plus chez toi et tout, t'as plus le rameur, tu reviens, le rameur, tu vois, tu l'as zappé de ton programme du matin. Et donc, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. Enfin, tu vois, j'adorerais lire plus de livres, tu vois. J'adorerais plein de choses. Mais en fait, déjà identifier des éléments sur lesquels tu peux progresser et puis le faire, enfin tu vas être conscient qu'il faut que tu progresses. Déjà être conscient qu'il faut que tu progresses, c'est la base, hein. Quand je disais reconnaître ses faiblesses, c'est aussi être conscient qu'il faut que tu progresses, tu vois. Ah bah oui, mais c'est bien tout le sujet. Et d'ailleurs, il y a une grande difficulté, c'est qu'on arrive à la fin du temps. Et pour moi, là, c'est une frustration. J'espère que ce projet de livre, on va pouvoir le mener, mais on a une piste d'atterrissage. Bon, déjà, je peux pas atterrir avec toi sans un mot. Ou alors on ferait un volume 2, je sais pas. Mais sur la relation avec la Société Générale, parce que tu as beaucoup parlé de la culture. Et j'imagine que d'intégrer un mastodonte dans le... Je sais pas quelle image, le cargo avec le voilier. Enfin, ça peut être un mariage. La greffe ne prend pas toujours, donc. Enfin, comment la greffe a pris, ou plutôt, c'est plutôt ça ma question. Écoute, alors, donc nous on avait une situation un peu particulière, c'est qu'on avait fait une sorte de période de fiançailles où entre 2018 et 2020, Société Générale était rentrée en tant qu'investisseur minoritaire chez Rizocar, et donc on a eu ce temps où, tu vois, c'est un investisseur, mais donc du coup, évidemment, c'est un stratégique. Donc, nous, on avait des attentes, on cherchait des choses, tu vois, des synergies, on cherchait des éléments qu'on a pu tester. On a pu tester aussi, il y a un truc qui est fondamental, c'est une fois que tu as la vision commune, une fois que tu as l'envie, aussi les personnes, hein, tu vois, avec qui tu travailles, etc. Et on s'est dit au bout assez rapidement, en fait, au bout d'1 an, donc 2018 rentré dans le capital minoritaire et 2020 on se dit ce serait une bonne idée d'aller plus loin, et en fait à ce moment-là t'as le Covid qui arrive, donc hyper intéressant, c'est peut-être un volume 2, hyper intéressant parce que du coup tu passes de ok on commence à discuter, et puis juste après t'as confinement, sur l'automobile c'est la cata, enfin tu vois, et puis c'était la cata partout en fait. C'était la cata sur notre marché. Et donc du coup, on a fait tout ce chemin là pendant l'année. On a signé le 14 décembre 2020. Et donc là, ça fait quasiment 2 ans qu'on est dans le groupe. Ce que je peux te dire, c'est que probablement, de l'extérieur, l'image, c'est un groupe monolithique, très vertical. Alors voilà, du coup, j'arrive sur ma piste d'atterrissage. Est-ce que tu peux dessiner, schématiser la relation LG Rizoc? Alors, avec un préalable, c'est que je dessine extrêmement bien, normal. Non, mais je sais pas c'est un bon exercice. Ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est une boîte entrepreneuriale en fait, Société Générale. Là, tu vois, le fondement, l'ADN originel de Société Générale, c'est que c'est monté par des entrepreneurs qui montent leur banque, tu vois. Donc, tu as le même cas aujourd'hui d'entrepreneurs qui montent leur banque, tu vois, c'est intéressant, mais donc c'est une banque qui a 150 ans, mais qui est montée à la base par des entrepreneurs. Et moi, j'avais une image très verticale
tu vois, de la Société Générale, comme de plein d'autres groupes, hein, où tu as le CEO qui dit on va à gauche et tout le monde va à gauche, etc. C'est pas exactement comme ça. Il y a beaucoup d'autonomie, de pouvoir, de confiance quelque part, qui est mise dans chaque patron ou patronne de filiale, quelle que soit la filiale dans le monde. Et donc du coup, finalement, tu vois, ma perception de la relation avec Société Générale, c'est que il y a 2 ans, j'avais 45 lignes dans ma cap table, 45 investisseurs avec lesquels j'échangeais, et il y avait, tu vois, on avait une forme de relation qui était très intéressante, mais qui était uniquement liée à la progression de la valorisation des titres. Là, tu as une relation avec un investisseur dont le sujet, c'est d'avoir une progression industrielle, tu vois, qui a une vision industrielle des choses et qui a une vision très long terme. Tu vois, Société Générale, les projets, c'est pas que des projets à 6 mois, quoi. Tu vois, c'est aussi une vision à plusieurs années, etc. Et nous on vient là dans cet écosystème, tu vois, dans ce groupe, avec une offre qui est unique. Il n'y a pas d'offre dans le groupe qui soit similaire à la nôtre. Donc on est tu vois, une valeur ajoutée dans le groupe, et charge à nous dans le groupe de pouvoir l'exploiter au mieux avec à la fois notre parcours de notre côté, mais aussi notre parcours de synergie, d'intégration dans lequel on va utiliser les assets du groupe, etc. Puis charge au groupe de faire en sorte que on se développe tout seul, mais tu vois, on vienne bonifier le dispositif initial, quoi. Donc je trouve que c'est moi je prends beaucoup de plaisir à continuer à développer. On a beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance du groupe, et beaucoup de projets qui sont en cours. Là, on a livré en cette fin d'année, on a livré un premier gros projet qui est tous les parcours du groupe, qui sont tous les parcours auto B2C du groupe, qui sont centralisés dans un site qu'on a créé, tu vois, brandé Société Générale avec Rizocar. Mais tu vois, c'est un beau projet dans lequel il y a beaucoup de filiales du groupe qui ont travaillé avec nous. Et tant que c'est de la croissance, tant qu'on est autonome, ça nous va bien de continuer. Il n'y aura pas eu de dessin sur celui-là, mais sur la prochaine, il y en aura. Et alors, du coup, je fais... Tu veux que je dessine, là ? Attends, une question d'abord. Une représentation de... Donc, dans 5 ans, t'es satisfait, si quoi ? Ou alors, attends, autre question. Comment tu représentes ta satisfaction ? Tu prends la question que tu veux, la première ou la seconde. Comment je reprends ma satisfaction à titre pro, hein. Oui, enfin, on a bien compris que les deux étaient quand même un petit peu imbriqués, donc... Comment je représente ma satisfaction c'est dur comme question. Comment je reprends ma satisfaction ? En plus, ou tu seras dur, satisfait. parce qu'en plus, j'ai une contrainte majeure, c'est que je dessine très mal. Donc, Je suis sûre que tu vas te débrouiller avec. Et là, Regarde. le gars te sort un truc incroyable. Comment je représente ma satisfaction ? Déjà, il y a forcément un truc d'équipe. Tu vois, donc le premier truc qui me vient je crois pas qu'il y ait vraiment de succès ou de satisfaction qui soit tu vois, isolé, enfin seul. Donc il y a forcément plusieurs personnes, quoi, forcément une équipe. Après, la vision du satisfaction, c'est pas la même chose que succès, mais la vision de la satisfaction, c'est ça fait peut-être un peu bateau, mais tu vois, c'est Voilà. c'est déjà avoir un crayon qui marche. Donc ici, on a évidemment une personne. C'est probablement, tu vois, une équipe, tu vois, qu'on pourrait schématiser comme ça. C'est non-genré, hein, bien sûr. Évidemment. Et dans cette équipe, tu vois, on pourrait dire que tu as une route. Tu vois. Et la satisfaction, je pense que c'est de voir à la fois, tu vois, tout le chemin que tu as parcouru, tu vois, tout ce que tu as parcouru, et puis les étapes, tu vois, je pourrais dire, tiens, tu vois, il y avait une barrière là. Et tu vois, les étapes que tu as, le chemin que tu as parcouru et les étapes que tu as passées.
Tu vois, il y avait un trou ici. Là. Et puis, que tu regardes en face, tu vois, plus loin, et que tu te dises, tiens, on n'est pas arrivé au bout du chemin, et que tu vois Au final, t'es team chemin, qu'il y a quoi. encore, tu vois, des choses à faire, qu'il y a d'autres personnes aussi, tu vois, peut-être à rencontrer. Et puis, tu sais, la possibilité de que ce chemin, tu vois, il ait des ramifications, quoi. Peut-être ça. Donc l'itinéraire plutôt que la destination, quoi. Ah, toujours. Génial, j'adore ce mot de fin, mais j'ai quand même un dernier dessin pour toi. Est-ce que tu t'arriverais à représenter l'heure qu'on a passée ensemble? L'heure qu'on a passée ensemble alors déjà, je ne savais pas que ça avait commencé quand ça a commencé. donc, je dirais représenter l'heure qu'on a passée ensemble. Ah là là, c'est terrible. Parce que là, je vais devoir faire un truc qui est impossible. C'est représenter, tu vois, une table comme ça. Et là, c'est la partie la plus facile. Tu vois. Et, elle est ronde, la table en l'occurrence ici, mais ça m'arrangeait de la dessiner. Bien sûr, je comprends. J'aurais fait pareil à ta place. Et là, tu vois, ça serait de représenter une horloge comme ça. Tu sais, à la Dali. À la Dali. Wow. Tu vois, c'est beau. c'est pas mal, hein. Le temps qui coule. Je vais ramener ça à mes enfants, ils vont être fiers de moi. Alors, et là, si tu peux pas, parce que notre business model, c'est de revendre vos œuvres. Ok. Donc, je pourrais te l'envoyer en photo, ou tu pourrais acheter un titre NFT sur ta propre production. Eh bien, allons. Et je suis sûr que tout le monde reconnaîtra l'hommage à Dali. L'hommage à Dali. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, le temps qui coule? Non, mais tu vois, c'est cette sensation. Moi, j'aime bien cette idée j'aime bien le rapport au temps. C'est un vrai sujet, le rapport au temps. D'ailleurs, un entrepreneur, probablement, on n'en a pas parlé là. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais c'est terrible. Le rapport au temps, c'est un vrai sujet d'entrepreneuriat. Pour moi, tu dois avoir un rapport au temps qui est un peu différent. Et voilà, je pense on pourrait développer là-dessus. Mais je trouve que ce qui était... c'est passé vite, tu vois, et à la fois, c'était attendu, tu vois, c'était structuré, tout ça. Et en même temps, il y a une petite distorsion du temps. Je suis un peu frustrée, hein. C'est terrible, hein. Je suis d'accord avec toi. Vodka, merci beaucoup. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant au boulot!